Bonjour à tout le monde, bonsoir plutôt. Merci avant tout à Cédric et à Pascal de nous avoir accueillis et nous donner cette opportunité. Je suis Francesco De Simoni, je suis le DG de TAS France. Je suis accompagné de la Bible de Sadi, notre CTO, et de Sébastien Lefebvre qui est en charge du projet en question depuis le début. À différence de certains qui nous ont précédés, je vais être obligé de présenter un peu qui nous sommes pour expliquer la légitimité de ce dont nous parlons. Mais je promets, je serai rapide et je passerai la main aux ingénieurs très rapidement. Le micro plus près. Alors, comme vous avez probablement décelé dans mon accent, notre maison mère est d'origine italienne. Notre siège social est à Rome, en Italie. Notre groupe est spécialisé depuis son début dans l'édition, de la commercialisation des solutions destinées à la gestion des réseaux et transactions financières. Historiquement, c'était la gestion des réseaux et la négociation des titres, mais depuis quelques années, nous avons eu une percée très importante dans le système des smart cards et des paiements électroniques avec sans contact. Nous sommes aujourd'hui le numéro 1 en Europe en termes de nombre de cartes de paiement gérées. Le groupe, en plus qu'en France et en Italie, il est présent en Espagne, en Suisse, au Brésil, aux États-Unis. Et à l'intérieur de ces groupes, le rôle de TAS France, c'est d'exploiter les data centers et l'IT qui sert pour les développeurs. Nous employons environ 300 développeurs d'applications dans des technologies comme Java, C, Oracle, IBM Pure System, et la production, parce que certaines de ces solutions sont fournies en mode SAS. Rapidement, l'historique de TAS France. Dès le début, bien évidemment, comme tout hébergeur, nous investissons constamment, d'investissements très lourds en termes de modernisation, sécurité, continuité d'activité. Nous avons adopté la virtualisation dès 2006 avec de VMware. À l'époque, c'était sur des systèmes Blade d'IBM. Nous sommes certifiés ISO 9001 pour l'hébergement et les services de hosting et de housing. Et au niveau groupe, nous sommes certifiés PCI DSS, que c'est le niveau de certification le plus élevé pour tout ce qui concerne les transactions sécurisées. La structure de notre réseau, nous sommes bien évidemment un autonome système, donc nous gérons nos propres trafics. Nous sommes connectés à plusieurs points de présence, à plusieurs points de peering, à plusieurs opérateurs internationaux pour avoir les meilleurs temps de réponse au niveau international, et nos ingénieurs sont en mesure de concevoir et d'exploiter tout type de réseaux sécurisés. Ce qui m'amène à la dernière partie un peu la plus significative pour expliquer notre activité, notre proposition de valeur. En fait, nous sommes au croisement de ce qui est les métiers de l'hébergement et les métiers de la société de services informatiques, dans le sens que nos clients, par notre groupe, sont des PME, des ETI qui viennent chercher chez nous des ingénieurs, des chefs de projet, des ingénieurs système réseau qui sont en mesure de l'accompagner dans la conception, dans l'implémentation, dans l'exploitation de leur système IT. C'est un peu différent d'un pur hébergeur qui, lui, se limite à mettre à disposition des infrastructures sécurisées, standardisées, mais peu de temps de cerveau pour accompagner les clients dans leur projet. Après quasiment presque 20 ans dans ce métier de l'hébergement, notre offre s'articule autour de 3 axes fondamentaux. L'housing, pour ceux qui cherchent un hébergement nu. De l'hosting services, pour ceux qui externalisent aussi l'administration et l'exploitation de leur informatique et de leur réseau. Et le cloud computing, qui est de plus en plus demandé par notre propre groupe ou par nos clients, pour accéder à des ressources, à des services, à des infrastructures en mode SAS, on demand. Il y a 10 ans, on parlait des serveurs virtuels, aujourd'hui on parle des clouds. Mais bon, au niveau technologique, en dessous, ça n'a pas changé grand-chose. C'est ce que nous appelons justement la culture DevOps. Donc nous sommes vraiment au croisement de l'opérationnel, que c'est le rôle de TAS France, et du développement, que c'est le rôle de notre groupe, qui, comme je vous ai dit, propose des solutions aussi en mode SAS et qui s'appuie sur nos compétences, sur nos infrastructures pour les proposer à des clients internationaux. Et en même temps, nos clients qui viennent chercher ce type de solutions de plus en plus, qu'ils veulent de l'accompagnement. Donc nous sommes confrontés depuis toujours à des problématiques d'administration, orchestration
gestion uniforme de toute cette infrastructure. D'autant plus, comme j'ai dit, nous apportons la conception, l'implémentation, l'administration d'infrastructures qui soient parfaitement adaptées aux applications que vous voyez être hébergées. Et nous sommes en mesure d'accompagner les développeurs de ces applications, notamment aussi les nôtres, dans les bonnes pratiques à mettre en place pour tirer les meilleures parties de ce type d'infrastructures. Ce qui nous a amené depuis quelques années vu que depuis toujours nous travaillons nous sommes plutôt solutions open source, à regarder dans le monde open source ce qui s'est fait, ce qui sont les best practices en termes de containers, et nous avons décidé d'implémenter OpenNebula, qui est justement issu du monde open source. Nous sommes aujourd'hui contributeurs actifs de la communauté open source, et comme expliqueront mes collègues, c'est une communauté très active et vraiment fidèle à l'esprit de l'open source. Sur ce, je vais laisser la parole à notre CTO qui entrera plus en détail dans notre retour d'expérience. Donc, quelle a été notre démarche pour arriver à OpenNebula ? C'est que nous nous sommes posé la question de trouver la solution qui nous permettrait d'offrir un service cloud en tant qu'hébergeur en restant proche de nos affinités du monde open source. Pourquoi ? Parce que, premièrement, partant de VMware, le coût des licences des hyperviseurs, sans parler de la centralisation du management des fonctionnalités telles que HA et DRS, serait exorbitante. Mais plus que ça, nous voulions trouver une plateforme open source qui nous permettent de gérer un maximum des couches applicatives qui permettent de former ce cloud, ce qu'on appelle le cloud. Et donc, il y avait deux produits à l'époque où on s'est penché sur la question qui sortaient du lot, OpenNebula et OpenStack. Pourquoi nous sommes allés vers OpenNebula ? Parce que, premièrement, on voulait garder une liberté. OpenStack étant à la base un projet initié par la NASA et Rackspace Hosting, nous lui avons préféré un projet universitaire, car OpenNebula était un projet universitaire à la base et qui avait déjà 5 ans d'avance sur OpenStack. Deuxième point, deuxième point est très important, c'était la flexibilité du produit. En effet, OpenNebula permet de gérer, d'intégrer des clouds existants sur diverses technologies de virtualisation, Xen, KVM, VMware, en l'occurrence nous avions du VMware, et aussi permettait d'intégrer quelque chose qui sera amené à être de plus en plus utilisé, c'est de la géolocalisation de data center, d'avoir une plateforme un data center on-premise et un data center sur du cloud, Amazon ou autre. Et OpenNebula permet de gérer sur une même interface ces deux notions de cloud hybride en termes de géolocalisation et hybride en termes de KVM, d'hyperviseurs supportés. Donc OpenNebula, c'est un projet qui a commencé en 2005. Comme je disais, c'est un projet universitaire à la base. En 2010, alors que OpenStack commençait à peine, OpenNebula gérait déjà des déploiements avec 16 000 VM. Et depuis, donc la communauté européenne est rentrée dans le projet et depuis, ça a permis une forte croissance et une évolution du projet avec toujours la volonté de trouver le moyen simple de gérer une informatique hybride. Donc pour nous, ISP, la donne est un peu différente pour toutes les solutions cloud qu'on a on-premise. Pour nous, ISP, hébergeur, donc on a une problématique, on a la nécessité d'avoir une anatomie à trois niveaux. L'architecte de la solution, c'est-à-dire TAS, qui met en place tout le système de réseau pur, tout le système de stockage qui configure les machines. Donc c'est la vue architecte. Ensuite, il y a la notion d'administrateur. On doit donner la possibilité
à la société cliente d'avoir un administrateur ou des administrateurs qui eux-mêmes vont gérer toutes les ressources globales qu'on va leur mettre à disposition, tant en termes de CPU que de RAM, que d'espace de stockage. Et eux-mêmes vont pouvoir créer justement le troisième métier qui est l'utilisateur des VM et donc qui vont eux-mêmes être habilités à déployer des VM, éteindre des VM, redémarrer des VM selon les droits que leur auront donné leurs administrateurs. Donc, succinctement, la vue utilisateur, donc c'est ce que je viens de dire, c'est l'utilisateur qui utilise les VM. Donc, il peut avoir le droit d'instancier de nouvelles VM, d'en supprimer, d'en créer, d'en déployer à partir de templates. Il peut également avoir la possibilité de directement instancier des appliances depuis les marketplaces officiels. Et pareillement, il peut avoir des connecteurs vers des clouds publics. Cela au bon vouloir de l'administrateur s'il lui en a donné les droits. La vue administrateur, donc, c'est l'administrateur qui crée les utilisateurs, qui crée la couche réseau, mais elle-même qui repose sur ce que l'architecte a défini. C'est-à-dire que l'administrateur ne peut pas créer les VLAN qu'il souhaite. Oui, s'ils sont privés, mais il y a des VLAN qui seront publics. Et nous, et c'est là que la notion data center est très importante, cette notion justement 3 tiers, c'est que le client ne peut pas utiliser un VLAN qui est déjà utilisé par un autre client et surtout qui est propagé sur un réseau public. Donc il y a cette notion de gestion donc des réseaux par l'administrateur qui peut créer par exemple des réseaux privés et dire aux utilisateurs vous pouvez connecter vos machines sur ce réseau privé que je vous ai créé. Il y a vraiment une hermétisation des réseaux que met à disposition l'administrateur par rapport au réseau que l'architecte a mis en place. L'API web qui permet de gérer OpenNebula pour les 3 métiers, c'est une API qui s'appelle Sunstone, qui a été développée en Ruby et qui s'appuie sur des API en Python vraiment très puissantes. C'est-à-dire qu'on pourrait se passer de l'application web et simplement avec l'API OpenNebula en Python, en ligne de commande, on pourrait déployer NVM en 2 clics, en deux lignes de commande, pardon. Donc l'architecte, comme je disais, c'est vrai que l'architecte, c'est TAS, donc c'est celui qui crée l'espace de stockage, qui crée les hyperviseurs, qui met en place les réseaux justement publics affectés aux clients, qui fait la répartition des baux d'adresse IP publics dédiés aux clients, tout en s'assurant de l'hermétisation entre les réseaux, tant utilisateurs que réseau de management, réseau de backup, réseau de stockage. Donc là, on a une vue succincte les 3 vues en fait. Donc celle qui est le plus en arrière, c'est la vue architecte, où on voit par exemple à gauche un menu qui permet de gérer l'infrastructure. Par infrastructure, j'entends le réseau, le stockage pur, non pas virtualisé, mais pur, donc que TAS met en place. On voit succinctement le nombre de VM instanciés, l'utilisation CPU, l'utilisation de la RAM. La première vue, c'est la vue administrateur, donc ce que verra l'administrateur client, c'est-à-dire une vue sur le nombre de VM instanciés, allumés, mis à disposition, le stockage, la RAM. Et c'est de là, sur le petit menu qu'il y a sur le dessus, que l'administrateur va pouvoir créer des utilisateurs, des templates de VM qui seront instanciés par des utilisateurs. Et la vue utilisateur, c'est une toute petite vue qu'il y a au milieu. On a pris un exemple où il s'agit en un clic d'instancier une VM qui a déjà été préconçue et contextualisée par l'administrateur. Donc, entrant dans le détail de ce que TAS a mis en place dans cette V1 de la plateforme OpenNebula, donc si on peut schématiser, c'est une architecture à 3 niveaux. Donc, il y a l'étage management qui permet justement l'orchestration et la gestion des hyperviseurs et des VM. La virtualisation, ça, ce sont donc les hyperviseurs, des machines pures et dures, et le stockage, où sont stockés ces VM.
Donc la solution que nous avons mis en place à ce stade, c'est que la partie management est assurée par des technologies open source, hein, pour pas déroger à notre ambition. On est resté sur deux serveurs en cluster actif-passif avec du RAID TCP/IP pour assurer la redondance et la persistance des données. Sur ces serveurs sont installés les services classiques, serveur web plus base de données MySQL. Pour la partie virtualisation, là on a choisi, on aurait pu, tout à l'heure je disais que la puissance d'OpenNebula c'est de pouvoir gérer des hyperviseurs de type Xen, VMware ou libvirt. Et c'est libvirt justement, libvirt KVM que nous avons choisi, couplé à Sunlox pour locker les disques des VM. Et la couche réseau au sein des hyperviseurs est gérée par OpenVSwitch qui a été cité précédemment et qui est le leader depuis des années sur les switches virtuels. Enfin, le stockage, on a choisi dans un premier temps un cluster SAN ISCSI sur lequel on a choisi d'installer un file system de type OCFS2 pour avoir la possibilité d'avoir N ressources en accès lecture-écriture sur les mêmes volumes. Donc si on voyait une vue succincte au niveau des réseaux, on peut voir par le biais des couleurs qu'en fait on a séparé chaque hyperviseur à au moins trois connexions qui sont elles-mêmes redondées par des interfaces bonding sur les serveurs et qui mènent à des switches gigabits distincts. Chaque réseau a une fonctionnalité. Il y a un réseau dédié au management, c'est-à-dire au pilotage des VM, l'accès qu'auront les clients pour gérer leur propre VM. Le réseau de data, c'est l'accès justement que l'hyperviseur va utiliser pour récupérer la VM sur le SAN et le réseau, donc, le réseau, mais en fait c'est un lien de type trunk où il y aura les réseaux utilisés par les clients, c'est-à-dire les réseaux publics qui seront acheminés vers les serveurs. La notion de redondance au niveau des accès SAN est assurée par Multipass. Donc OpenVSwitch, comme je disais, c'est le serveur virtuel, le switch virtuel qui est installé sur les hyperviseurs, qui est managé par OpenNebula pour créer justement cette structure multi-réseau, tous hétérogènes les uns des autres. Et tout en ayant la possibilité d'être propagé au sein de toute la plateforme OpenNebula, donc sur tous les hyperviseurs, pour qu'une VM qui se trouve sur l'hyperviseur numéro 1 puisse travailler sur un réseau purement privé, sur un hyperviseur numéro 10, 15, etc. Donc il y a vraiment cette notion de réseau et de disponibilité de ces réseaux privés au sein de tous les hyperviseurs. OpenNebula gère déjà OpenVSwitch, mais par rapport à notre métier et notre usage de ces réseaux, il y a encore des lacunes à ce niveau-là. C'est juste une utilisation de base qui est faite où dès qu'on crée un réseau, il y a de l'IP spoofing, l'IP hijacking, des règles de base qui sont mises en place, mais ça ne permet pas, par exemple, au jour d'aujourd'hui, OpenNebula ne permet pas via OpenVSwitch de gérer des règles de bande passante, entrante, sortante et des règles beaucoup plus fines en termes de réseau pur. C'est pour cela que nous avons développé nous-mêmes une application qui gère nos serveurs, nos switches OpenVSwitch. Bon, ce sont des lacunes qui viennent du fait qu'OpenNebula se veut être un produit, à la différence d'OpenStack, CloudStack, etc., d'être le plus ouvert possible et de pouvoir gérer le plus de choses possibles. Quand je dis de choses possibles, c'est de technologies hétérogènes. OpenNebula a des API pour OpenVSwitch, il a aussi des API pour d'autres virtual switch. Il ne s'est pas focalisé sur une technologie en l'ayant poussé jusqu'au bout. Donc c'est pour ça qu'il y a des lacunes, mais là il y a des lacunes qui seront déjà corrigées pour certaines avec la sortie de la version 4.14 qui en est à 44% d'avancement sur la roadmap.
nous envisageons nous-mêmes d'autres pistes d'évolution pour arriver à un cloud tel que nous le voulons, à savoir la centralisation justement de ces réseaux virtuels via OpenDaylight, qui est une solution open source qui travaille avec OpenVSwitch et qui permettrait justement l'orchestration de tous ces réseaux virtuels via une interface très très simple et surtout une fonctionnalité de découverte du réseau. Et la mise en place aussi de la mise en commun des ressources de disques hétérogènes pour la création de virtual storage. Voilà, j'en termine donc avec cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a Sébastien Lefebvre qui a activement participé à l'installation de la plateforme, qui est également là pour y répondre. Merci.